spoiler, 3, 2, 1, spoiler, barrez-vous, merci beaucoup à vous. Je suis violent, voilà. Violent, ouais, Bref. je suis dingue. On dirait on va gueuler alors que non, tu vois, mais... Ah, du coup, il y a que moi qui ai vu ce plan-là, parce que nous, on avait raté les 5 premières minutes du film, du coup, j'ai revu le film après. J'ai bien aimé le fait que George Miller, il fasse un plan à la Contact, où il fasse un zoom depuis l'espace sur l'Australie, où tu vois juste un point de verdure en Australie, qui est le petit paradis d'Éden, jardin d'Éden de Furiosa, qui rappelle aussi le fait que George Miller, il aurait dû réaliser le film Contact à l'époque, avec ce fameux plan de l'espace qui va jusqu'à la Terre, d'introduction du film Le de fameux Zemeckis. Contact. Ouais. Enfin, il est où Puis évidemment, il te refait des citations, D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'il prend toujours la même vidéo d'archive. Il avait pris la même vidéo d'archive pour Fury Road, des arbres qui sont en train de s'envoler, de se démolir, qui est une image d'archive qui existe vraiment, et que d'autres films a reprise d'ailleurs. On a pu commencer la vidéo avec ça. Ce qui fait que, bon, c'est assez rigolo de voir les images d'archives. En fait, c'est l'INA d'Hollywood, ce plan d'archive. Mais bref, oui, il marche. Allez voir Contact. Ouais, pas aussi, ouais, où vous pouvez. Réalisé par. Mais ouais, ce qui est intéressant, c'est Zemeckis. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que le film, il a plein de symbolismes de partout. Le début du film, c'est littéralement un jardin d'Éden, le paradis d'Éden. T'as Furiosa qui prend la pomme de la tentation, et au moment où elle prend la pomme, elle se fait kidnapper par les assaillants, évidemment. Et puis évidemment, cette île très matriarcale, où il y a beaucoup de femmes qui prennent le lead, je sais plus c'est quoi le terme pour de relations sensorielles avec les sœurs, je dis de la merde, hein, bref. Mais en fait, il y a un côté, donc en plus du côté un peu catholique de ça, surtout que la mère meurt crucifiée, donc il y a un côté évidemment catholique, même si, dans cet aspect-là, bref. Mais il y a aussi un aspect très mythologie nordique et grecque, hein, puisque ce jardin d'Éden, c'est très clairement une allusion aux Valkyries, hein, c'est qu'un peuple dominant de femmes, le fait qu'on décrit Furiosa comme une ange noire, la Valkyrie déchue qui a quitté son foyer, cet aspect-là également. Et ce qui rend le début du film intéressant, surtout que sa sœur s'appelle Valkyrie, à Furiosa, qui on retrouve dans Furo de plus âgé par ailleurs d'ailleurs, ce qui fait que tout est lié. Hein. Je suspecte aussi que la copine de la mère de Furiosa, la blonde, qui est d'ailleurs jouée par Elsa Pataky, qui est la femme de Chris Hemsworth, qui joue 2 rôles dans ce film-là, le rôle de la copine blonde du peuple de Furiosa qu'on voit au début du film, et la femme de main de Chris Hemsworth qui est défigurée au visage, donc elle joue 2 rôles différents, ce qui est marrant pour Chris Hemsworth, enfin cool pour lui, la famille, la mif. Eh ben, je sais plus ce que je voulais dire. Mais voilà, il y a cet aspect mythologique qui est intéressant au début. Ce que j'ai vraiment trouvé un peu long, c'est vraiment le fait que t'es la mère qui survole, qui suit les méchants pendant 3 jours et qu'on vive les 3 jours. Voilà, c'est un peu long quand même. Long. Et ensuite, on t'introduit à... Ça m'a un peu déçu. Ensuite, on t'introduit à Dementus. Et Dementus, j'aime bien l'idée du personnage. J'aime bien le concept même du personnage. C'est pas Immortan Joe. Tu vois, c'est ce que j'aime bien avec ce film-là. C'est que Immortan Joe, il parle peu dans ce film-là. En fait, il y a vraiment un côté Dark Vador, c'est qu'il parle peu. Il parle que quand il faut parler. Et on voit bien iconisé. Il est iconisé de fou. Et en ne disant rien du tout, il arrive à faire en sorte que tout un peuple soit fidèle à lui et soit prêt à mourir pour lui et pour entrer dans le Valhalla, donc encore mythologie nordique encore une fois. Ce qui est l'opposé de Dementus, puisque Dementus, c'est un moulin à paroles. Dementus, c'est un personnage qui s'inspire un peu des empereurs romains. Tu vois, il a une charrette à la baignure, mais avec des motos à la place des chevaux. Il a une grande cape, il a des petits drapeaux sur sa charrette. Il a ses cheveux longs avec sa grosse barbe, qui le rend encore plus kitschouné, encore plus gladiateur quand la barbe devient rouge, etc. Et il a un côté un peu sectaire au début avec sa cape blanche, son attirail blanc, qui le rend intéressant, qui décrit sa déchéance dans le film en fait. Parce qu'il a tout ce moment, il est fringué en blanc au début, et puis à un moment donné, il se prend le fusil d'éclaireur rouge dans la figure, et il sourit en se le prenant, et on se rend compte, et c'est juste ça, j'avais pas capté au premier visionnage, mais en fait, cette fusil d'éclaireur fait qu'après, il a les cheveux rouges, la barbe rouge, la cape rouge en fait. Et donc c'est un peu une sorte de séquence de baptême en fait pour lui, il est baptisé dans le mal. Cette fameuse scène. Ouais. Et c'est à partir de là... De toute façon, il y aura l'image. Mais c'est à partir de là qu'il va commencer son introduction dans la déchéance, en fait. Là, ensuite, il va commencer à envahir la citadelle d'Immortan Joe en pensant que c'est la cité d'abondance d'où provient Furiosa. Puis le moment où il perd Furiosa à cause d'Immortan Joe, parce qu'il y a toute la vanne, il fait genre que Furiosa c'est sa fille. Mais je pense qu'au fond de lui, ça lui rappelle un peu sa fille, puisque c'est ça qui est intéressant avec ce personnage, c'est ce personnage, c'est Max, c'est Furiosa. Sauf que lui, pour survivre, au lieu de devenir un guerrier solitaire, il est devenu un espèce de pseudo-dictateur, en fait.
C'est ça qui est intéressant, c'est que lui aussi, pendant tout le film, on te tease qu'il a perdu sa famille. Il se balade avec son doudou qu'il donne à Furiosa pour montrer une certaine forme d'affection, c'est qu'il a comme une forme d'attachement envers elle. C'est pour ça qu'il veut la garder un peu comme une fille, parce qu'il lui rappelle sa fille. Et c'est ce qui rend le personnage pas unidimensionnel, c'est que c'est un personnage qui est en vérité assez brisé, assez vulnérable, et très nihiliste sur le monde. Pendant tout le film, il dit que le monde est foutu, qu'il n'y a aucun espoir, parce que lui a aucun espoir, et qu'il comprend que pour survivre dans ce monde-là, il faut commettre des atrocités, il faut tuer des gens, il faut faire des coups d'état, et c'est ce qu'il fait, quoi. Et pour ça, il se base sur les légendes que lui raconte le narrateur, le dit Historyman, qui est littéralement un Historyman, vu que son design, c'est des écritures textuelles partout sur lui, avec son design un peu de druide, j'ai bien aimé son design, qui lui raconte toutes les mythologies romaines, etc., nordiques, les motos, etc. Et lui, il s'inspire de ces mythes pour essayer de devenir une sorte d'empereur, mais sauf que c'est un faux empereur, quoi. C'est un personnage qui sort des speeches pendant tout le film, qui lâche des paroles, qui convainc les gens de le rejoindre pendant tout le film, et qui, pour prouver sa crédibilité, tue les gens, sacrifie ce qu'il faut sacrifier. Mais quand il y a Immortan Joe qui montre qu'en ne disant rien du tout, et que par juste le charisme et par la position qu'il a, et des gens sont prêts à se suicider pour lui, Dementus, en vrai, il vaut rien, quoi. Et c'est ce qu'on prouve. C'est que Dementus, il arrive à faire des coups d'état, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que le gars, c'est un personnage qui reste quand même très égocentrique, parce que pour atteindre ses ambitions, il est prêt à tuer des membres de son groupe. C'est ce qu'on voit quand il... D'ailleurs, cette séquence m'a beaucoup fait penser au Cheval de Troie. La séquence où il s'empare de Pétrolville en faisant croire à une attaque de la patrouille d'Immortan Joe. Ça m'a beaucoup fait penser au Cheval de Troie qui rentre dans le je sais même plus c'était quoi, dans le cheval qui est offert aux assaillants. Ils sont tellement naïfs qu'ils savent pas qu'il y a le danger à l'intérieur et qu'ils les attaquent et qu'ils les piègent et qu'ils fait le coup d'état. Ça m'a grave fait penser au Cheval de Troie, cette séquence-là. Donc on voit que c'est un personnage qui est un peu stratège, c'est ce qu'il fait quand il réussit à faire son deal avec Immortan Joe, il piège Immortan Joe qui a beaucoup plus d'effectifs que lui en menaçant de détruire son business en fait. C'est un personnage qui est intéressant et qui est prêt à commettre des erreurs, des sacrifices humains pour atteindre ses ambitions égocentriques. Et c'est vraiment à partir du moment où il perd Furiosa qu'on se rend compte que oui, le gars il peut faire un coup d'état et posséder un territoire. Mais contrairement à Immortan Joe qui lui a l'autorité, a l'imposance, a le charisme qui fait que tout le monde le suit, et lui non, c'est qu'une fois qu'il fait ses belles promesses, le gars c'est une fraude. Le gars c'est une fraude. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il doit avoir 10-15 ans, 10 ans peut-être, 10-15 ans entre la partie enfant et la partie Anathema Joy. Les Pétrolville est détruit, il n'y a rien qui va, le peuple s'est rebellé, le gars il perd le truc. Ensuite il essaie de s'emparer du moulin à balles. Il le perd aussi. Le gars, c'est une fraude. Et c'est ça qui est intéressant. Et j'adore la déchéance visuelle qui est faite sur ce personnage, avec sa cape qui est blanche, ensuite sa cape est rouge, et ensuite sa cape commence à être noire, et il commence à être habillé en noir, un peu plus en noir également, qui montre sa déchéance visuelle dans le film également. C'est ça qui est super cool. Et le fait que lui-même, et ce climax final, qui est un climax qui peut surprendre tout le monde, parce que c'est un climax verbal en fait. C'est qu'à la fin, en fait, Christian Torf, c'est un personnage qui est pathétisé. C'est un personnage qui est iconisé un peu au départ, par son design, par le car design, etc. Mais il est pathétisé parce que Immortan Joe est toujours mis en avant de façon supérieure à lui déjà. Et parce qu'on montre qu'il vit une déchéance, qu'il peut le rendre menaçant parce qu'il commence à devenir taré et qu'il commence à perdre patience, on va dire. Et c'est aussi ça qui est intéressant avec la séquence où il tue le prétorian Jack, l'ami de Furiosa, c'est que là, il prend aucun plaisir à ça. Tu vois, on le voit tourner le dos à la séquence, on le voit prendre le temps de penser à ça, on voit que c'est un personnage qui sait qu'il est fini, et en fait, c'est un personnage qui a besoin de peps pour survivre. Il a besoin de quelque chose d'épique, de quelque chose qui le fasse vivre, en fait, d'une douleur, d'un massacre, d'un truc, et à la fin du film, il perd tout ça. Et quand il est confronté à Furiosa, tout ce qu'il veut, c'est que Furiosa le tue pour qu'enfin il ressente quelque chose avant de mourir. Et Furiosa et Jack et et Dementus, qui se nomme comme ça en mode latin, Dementus, l'Empire romain, tout ça. Et il prouve à Furiosa, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est dans le cheminement inverse de Mad Max, où le film où à la fin il se venge et il devient fou. Furiosa, elle, épargne entre guillemets Dementus et devient lucide. C'est que Dementus, en vrai, il a vécu la même histoire que Furiosa, il a perdu sa famille, et il est devenu un antagoniste, en fait. Et il prouve à Furiosa que en ayant vécu cela, certainement, il a certainement vécu cela également, il a tué le gars qui a tué sa famille, il sait que ça ne lui a jamais insufflé plus de plaisir, plus de bien-être, et ça n'a rien changé dans sa situation psychologique. Et c'est ce qu'il prouve à Furiosa avec tout son dialogue de fin, en fait. C'est que ça ne t'apportera pas la paix de me tuer, en fait.
Et ça, c'est ce qui rend le climax idéologiquement intéressant. C'est un truc cliché en vrai. Mais dans la saga Mad Max, c'est un truc qui n'était pas développé parce que Mad Max a toujours été une saga nihiliste qui nous développe une forme de folie où la loi n'a plus sa place. Et là, on te montre que Furiosa, elle, peut se servir de Dementus en tant que source de vie. Quand elle bon, on peut voir ça comme une interprétation, peut-être que c'est pas vrai, mais une sorte de source de vie quand il devient la source de l'arbre de vie, donc de la graine que Furiosa avait dans les mains pour tout le film, et que donc le film se finit en boucle avec elle prend une pomme au début du film, elle prend une pomme à la fin du film. Sauf que cette fois, c'est pas pour son égocentrisme, mais pour sauver d'autres filles qui ont besoin de son aide, et pour un peu reformer sur le peuple qu'elle veut retrouver, on va dire. Et donc, Dementus devient cette source de vie. Donc, la source de vengeance devient une source de vie à la fin, et donc, il y a une moralité qui est un peu plus différente, un peu plus optimiste. En gros, par rapport à ça. Et c'est ce qui rend le personnage intéressant, c'est tout ce cheminement dans l'écriture, dans le design, etc. Mon problème, c'est que oui, tu le pathétises, mais on aurait pu quand même le rendre on aurait quand même pu le rendre menaçant dans le côté pathétique, et je trouve que Chris Hemsworth fait trop Jack Sparrow, trop un peu hula hoop, et trop. Et justement, c'est intéressant. Et c'est intéressant le fait qu'il soit attaché à Furiosa quand elle est gamine, donc ça a le droit à un côté sympa, mais c'est dérangeant parce que juste avant, il avait tué sa mère, tu vois. Donc, je trouve qu'il y a un côté paradoxal qui fait que ça marche pas beaucoup. Et c'est ça qui me dérange, c'est que le personnage est super bien écrit, toute l'allégorie à la mythologie romaine par rapport à son car design, c'est bien le et le fait que le personnage représente plus ou moins le mythe de Prométhée, en fait, par rapport à la mythologie grecque. Prométhée qui a voulu s'approcher de la flamme des dieux, si on décrit Immortan Joe comme Zeus, et qui s'est approché de cette flamme, qui a volé cette flamme et qui s'est fait avoir, et qui comme punition, se voit se faire dévorer ses entrailles par des corbeaux, je crois. Ses entrailles se régénèrent à chaque fois qu'il se les fait dévorer à l'infini pour toujours. Ce qui est un peu la souffrance que va vivre à tout jamais Dementus en tant qu'arbre vivant, entre guillemets. D'ailleurs, c'est marrant, le gars il joue Thor, il devient l'arbre Yggdrasil un peu à la fin. Donc ça, j'ai trouvé ça un peu rigolo dans cette image-là. Et ouais, pour moi, ça en fait un bon méchant. Dans l'idéologie, mais dans la présence physique, formelle, j'ai eu du mal. C'est ça que je trouve dommage. Parce qu'en termes d'idées, c'est une idée de méchant qu'on n'a jamais eu dans Mad Max. C'est un méchant qui est conscient, qui n'a pas d'espoir, et qui est nihiliste. Donc, on va dire un Mad Max vraiment mad. Ouais, mad, tu vois. En vrai, ça pourrait être Mad Max vraiment mad et qui voudrait se créer un gang, tu vois. Une allégorie de lui-même. Ouais. Et puis, j'aime bien les designs de ces hommes de main, tu vois, le pirate avec son œil en moins, et sa pataki qui est défigurée. Je trouve qu'on retient un petit peu les... Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que, du coup, la grosse scène d'action du film, c'est des Ah, c'était elle, ça, Pataki, défigurée? Ouais, la meuf dit, ouais, c'était elle. Au début, je l'ai reconnue, mais après, défigurée, je sais pas que c'était elle. Ouais, c'était elle. Et j'ai bien aimé... Tu vois, il y en a un qui se ressemble en diable dans son groupe, et c'est lui qui va le trahir plus tard, vu qu'il bute ses hommes à lui, le gars qui est avec des cornes noires. Et du coup, lui, tout son groupe est habillé en noir, et c'est ce personnage-là qu'ils affrontent dans la grosse scène d'action du milieu du film. Parce qu'on voit que c'est lui avec ses cornes noires qui pilote le cerf-volant à la fin du film. Okay. Et donc j'aime le fait qu'on montre qu'à quel point tout le monde se détache de lui au fil du film, ce qui est intéressant dans ce film. On va final. Ouais, et c'est ça qui marche, oui, il est seul, il vaut plus rien, et c'est ça qui marche, c'est qu'Immortan Joe, il est vraiment très... Sparrow dans Pirates des Caraïbes. C'est vrai qu'Immortan Joe, il est un peu taré parce qu'il veut retrouver ses femmes pour faire ses gosses dans Fury Road. Mais en vérité, Immortan Joe, c'est un bon commerçant, tu vois. Le gars, il a bien géré un business pendant des décennies, en fait. Et c'est ce qui j'aime bien ce point de vue un peu plus businessman, un peu d'Immortan Joe, qui est calme, qui est posé, et qui parle que quand il doit parler. Et c'est ce qui fonctionne. Anya Taylor-Joy, en vrai, sans en partie spoiler, le seul truc que j'ai à redire en vrai qu'on n'a pas évoqué, c'est parce que c'était un spoiler, c'est vraiment toute la section un peu Mulan. Où, comme je dis, je trouve qu'Anya Taylor-Joy fait trop féminin, la section Mulan où elle doit se faire passer pour un mec. Je trouve que ça passe difficilement. Quoi. Elle est quand même très fin, très petite. Bref, ça se voit que c'est une femme. Quoi. Je trouve que ça passe moyen. Tu vois, j'ai un peu du mal avec cette séquence-là. Je vais dire. Ensuite, j'ai bien aimé... Pour le coup, c'est un personnage que j'ai bien aimé, le prétorien Jack. D'ailleurs, les prétoriens romains, qui étaient les grands légionnaires romains, donc tout est relié à la mythologie, encore une fois. J'ai bien aimé le personnage du prétorien Jack, qui rappelle, comme certains l'ont dit, il fait penser un peu à Mel Gibson old school, un peu. Parce que c'est censé être le personnage qui est censé rappeler plus tard, qui est censé rappeler Max dans Fury Road un peu à l'échelle de Furiosa. Ce personnage-là qui lui aussi semble avoir vécu une vie, un passé un peu difficile par rapport à ses parents. Il ressemble à Tom Hardy ? Non, plus à Mel Gibson dans ce côté-là. D'ailleurs, il a été aussi beaucoup, tu l'avais dit aussi, il a été beaucoup comparé à Snake physiquement, et Hideo Kojima lui-même l'a dit sur Twitter. Ce qui est genre le meilleur des compliments, je dirais. Ah, mais c'est parce que, en fait... C'est un personnage qu'il a bien aimé et qui lui a fait penser à Snake aussi. George Miller apparaîtra dans Death Stranding 2, il me semble. Oui, ils sont très potes. Tu l'as vérifié, ça, ou pas ? Oui, on y a vu là-bas.
Ok, bah super. Bah voilà, il sera dans. Donc c'est pour ça que du coup, il y a de la promotion qui se fait des deux côtés, c'est normal. Moi, Kojima, Metal Gear Solid, et Mad Max est un petit peu influé sur Kojima. Hein. Bon, Death Stranding est un petit peu de Mad Max quand même, dans cet univers-là, post-apo, encore une fois. Mais j'ai bien. pas parler de Death Stranding. Ouais, non, bah, de toute façon, je ne saurais vous résumer le truc, mais rien que ça. Mais j'ai bien aimé l'histoire, le personnage. D'ailleurs, à la base, c'était Yahya Abdul-Mateen II qui aurait dû jouer ce rôle-là, donc un acteur un peu plus connu. Et au final, j'étais content qu'il prenne Tom Burke, un acteur que je connaissais pas du tout. Moi, je sais. En fait, il a joué Orson Welles dans Manque de Fincher. Ah. C'est le seul truc que j'ai un peu en tête, que j'ai vu dans son CV. Ah merde. Ouais. Et au final, je trouve qu'il est assez charismatique dans son Bah, au final, je trouve. D'ailleurs, ça me fait penser. Le shotgun, d'ailleurs, le shotgun, c'est censé être l'arme culte de Max. Et là, on te le fait comme si c'était l'arme culte de Furiosa. Alors, je trouve que la séquence du shotgun est assez. En vrai, elle est assez. Ça fait un peu fan de service. Je trouve qu'elle sert pas à grand chose. Vu qu'au final, l'arme de prédilection de Furiosa pour tout le film, ce sera un sniper. Qui fera évidemment écho avec sa mère, évidemment, qui était une très bonne sniper au début du film. De toute façon, tout le film se répète du début à la fin. Il y a une boucle bouclée. Hein, parce que le climax du film, en vrai. Le climax du film, c'est le début du film. Hein. C'est Furiosa en sniper qui suit des motards et qui les flingue au loin. Donc, tout est lié de A à Z. Pour le coup, en termes de structure, ça c'est clair et net. Surtout avec l'historyman qui fait la boucle du film, qui parle de la légende au début, qui parle de la légende à la fin, tout en faisant le côté narratif pas fiable, narrateur unreliable, en disant oui, on dit qu'il a été tué comme ça, on dit qu'il a été tué comme ça, mais elle m'a dit qu'il a été tué comme ça, mais c'est elle qui t'a dit, donc qu'est-ce qu'il dit que c'est vrai, tu vois. Et le caméo de Max rend le côté temporalité encore plus flou, parce que Max a un petit caméo de dos joué par la doublure de Tom Hardy, que j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça marrant comme caméo, mais j'ai l'impression qu'il est exactement au même endroit, à la même position qu'il a à l'intro de Fury Road, ce qui remet un peu en perspective, qu'est-ce qu'il foutait là, qu'est-ce qu'il fait là, quoi, tu vois. Le camo, j'ai trouvé marrant, et du coup, il y en a qui pensent que justement, il a déposé Furiosa quand il l'a vu en train de marcher, en train de suffoquer, en train de marcher. Ce qui est possible, hein. Peut-être que Max l'a déposé. Hein. Et oui, le shotgun, ça faisait un peu fan service. C'est comme le surnom de Road Warrior de Max dans Mad Max 2. Dans ce film-là, c'est devenu un titre. C'est que Furiosa et Predator Jack, c'est des Road Warriors maintenant. Donc en termes de lore, ça n'a pas de cohérence, mais après, c'est assez marrant par rapport à l'héritage de la saga, on va dire. Bref. Mais j'ai bien aimé ce personnage qui était assez charismatique en termes dans son regard. Il parle pas beaucoup. C'est le gars qui fait le job. Il fait ses cargaisons, il conduit. Il a ce sentiment de liberté quand il conduit, voilà. Tu vois, c'est un peu ça. C'est le gars qui a une bonne réputation. C'est un peu le meilleur légionnaire, quoi. C'est ce délire-là. Et j'ai bien aimé la relation qui s'est faite en toute subtilité avec Furiosa, qui n'est pas vraiment une relation amoureuse. C'est vraiment une relation humaine, en fait, de personnages qui sont perdus, qui rêvent de liberté, qui veulent retrouver cette forme de liberté, en fait. Et je trouve que dans son car design, il fait un peu penser à Mad Max, vu qu'il a sa petite épaulette qui dépasse, en plus. Plus le shotgun. Il a les yeux noirs aussi, tel Furiosa. Ouais, il y a le maquillage de prétorien, qui fait presque un côté bandana tant qu'à faire. Ouais. Et puis le binôme fonctionne super bien, le binôme de personnages charismatiques, pas très bavards, qui se comprennent par le regard, par les signes. D'ailleurs, le signe, tu vois, il y a quand il est prêt à sacrifier Jack, il tire un éclaireur vert, ce qui remet en contraste avec l'éclaireur rouge que se prend Dementus, d'ailleurs. Donc tout est en symbolique dans ce film-là, encore une fois. Et oui, j'ai trouvé le personnage bien écrit par rapport à cette relation très subtile entre sa réputation un peu charismatique et la badassitude un peu calme qui rappelle le Mad Max. C'est le Max du film, très clairement. C'est le Max du film. Par contre, j'ai trouvé sa mort un peu décevante, dans le sens où c'est un problème que j'ai aussi avec ce film qu'on n'a pas trop parlé en spoiler. Bon, il est mort. Mais le gars, il est traîné en moto par terre pendant 10 heures. Il n'y a pas plus mort. Mais en fait, je trouve que le film, il pousse le bout du bout de la violence si c'était un film PG-13. Le truc, c'est que c'est pas un film PG-13, c'est un film rated R. Et je trouve que le film, il est peut-être un peu trop en retenue sur le côté cruel de ce monde, je trouve. Parce que par exemple, la mort de la mère, la mère elle est crucifiée, j'imagine qu'elle est un peu tuée façon lance sur le flanc à la Jésus, mais on le voit pas, c'est hors champ, c'est censuré, tu vois. Donc on le voit pas non plus. Ou même la perte du bras de Furiosa, je trouve que ça fait un peu ah, ok, tu vois, si on la voit pas souffrir d'avoir perdu son bras, c'est horrible, non. On a la caméra qui tourne, il y a que son bras, elle est plus là, tu vois. Et la mort de Jack, c'est pareil, c'est que là, il est en train de marcher par rapport à la moto qu'elle est attachée, puis boum, ensuite, il s'est plan large, il se fait dévorer par les chiens, on le voit plus, il y a pas le viscéral, hein, je trouve qu'il manque un côté viscéral du monde, du côté de l'aspect cruel qu'est censé avoir le monde de Mad Max, en fait, qui fait que
pour un film rated R, on aurait peut-être pu aller plus loin. Et c'est un défaut que j'appuierai à ce film-là, qui fait que la mort peut être un peu décevante du personnage. Malheureusement, je trouve on pousse pas assez dans la cruauté dans ce film-là. Je ne demande pas à ce qu'on ait des hordes de sang et de violence, hein, du gore à foison, mais c'est un truc qui me dérange et je le dis. Voilà, je le dis. Mais aussi, la mère était aussi charismatique pour le rôle qu'elle avait également. Tu vois, le côté femme badass, Valkyrie, tout ça. Valkyrie du post-apo avec la moto. Et des chevaux d'ailleurs, la seule fois qu'on a des chevaux de la saga, je crois. Au début, je pensais que la mère de la petite enfant au début du film, Furiosa, c'était Furiosa. Parce qu'elle avait des yeux, je trouve, beaucoup plus globuleux, rappelant par la suite Anya, bien sûr. Ouais. Donc au début, moi, j'avais pas compris que la rousse qu'on voyait dans les trailers, c'était Furiosa enfant. Pour moi, ça ressemblait absolument pas à Anya. Et peut-être un peu à Charlize Theron, mais absolument pas à Anya. Donc moi, la mère, je la voyais vraiment comme celle qui allait devenir Anya. Je me dis, parce que j'avais vu des critiques qui disaient qu'elle ressemblait pas mal, vachement à Furiosa, donc à Anya. Je trouve pas tant que ça. Et du coup, j'imaginais plus la mère que la fille, vous vous rendez compte. Donc en fait, quand j'ai appris que c'était la fille, ok, j'avais à peu près compris pourquoi, mais je trouve qu'il y a un petit écart physique quand même, Ouais. Et puis, il y a tout un symbolisme aussi qui est intéressant avec Furiosa, c'est le côté Valkyrie, comme je dis, c'est que c'est un personnage qui a vécu dans un environnement matriarcal toute sa vie, de femme, dans un jardin d'Éden, et qui se retrouve maintenant en enfer, dans un environnement masculin, et qui doit maintenant se faire passer pour un homme pour survivre dans cet environnement masculin. Parce que même en acceptant d'être adopté par Immortan Joe, il se rend compte que l'environnement féminin d'Immortan Joe, c'est de se faire violer par Immortan Joe et enfanter pour lui, quoi. Donc on est sur de l'esclavagisme féminin pur. Et c'était ça la séquence qui était sympa, qui était intéressante. C'est la séquence où tu vois, t'as la mère qui a vécu dans ce monde de femmes, de pérennité, d'égalité toute sa vie, et qui ensuite doit récupérer sa fille dans l'antre de Dementus. Et t'as cette femme qui fait non, je t'en prie, je suis une femme, je suis mère aussi, fais-moi confiance, je vais rien dire. Et évidemment, elle va le dire, tu vois, que ouais, ils sont en train de partir, qui montre cette différence entre des femmes libres entre guillemets et des femmes qui sont un peu assouvies par une forme de communauté, en fait, de collectif dictatorial, on va dire. Ce qui est intéressant, c'est tout le délire du côté c'est ça qui va créer l'aspect féministe de Fury Road, quand Furiosa va faire évader ses femmes ensuite. Donc c'est ça, donc c'est un truc qui fonctionne bien. J'ai bien aimé l'idée du bras. Déjà ça fait un peu boucler avec le plan sur la Terre au début du film, du fait que la carte de Furiosa sur son bras ce soit des constellations, donc pour retrouver son peuple. Et que quand elle perd que bien sûr le bras qu'elle perd c'est ce bras-là, ce qui rajoute davantage de drama dans le film, on va dire, davantage d'enjeux. Et j'ai vu une théorie qui disait que peut-être ce bras-là, justement, un homme de Dementus a peut-être trouvé ce bras-là, et c'est pour ça que quand Furiosa retrouve son village, son peuple dans Fury Road, le peuple est complètement détruit, anéanti, etc. Peut-être que le peuple a été anéanti par défaut à cause d'elle, en fait, en ayant laissé son bras, au final. Ça peut être intéressant à interpréter, mais on n'aura jamais de réponse de toute façon. Et il y a des idées visuelles que j'aime bien. Tu vois, j'adore l'espèce de ballon volant en forme de tentacule, et qu'une fois qu'ils activent la faucheuse qui est au dos du camion du Warring, ça crée presque des tentacules et ça crée presque une espèce de calamar du désert, un peu visuellement, c'était cool. D'ailleurs, on pointera le caméo du gosse australien qui s'était fait harceler par des gens à l'école, qui a percé sur Twitter au point que George Weah le donne un rôle dans le film. Surtout qu'à priori, ce gars c'était un fraudeur parce qu'il s'est jamais fait harceler. Et il avait mytho qui s'était fait harceler. On s'en fout de l'éthique qu'il a pris parce qu'il est. Ouais, mais du coup, le gars il est riche maintenant et on lui donne un rôle en Mad Max. En vrai, ça m'a fait rire. En vrai, on s'en fout, hein, c'est un gamin. En vrai, on s'en fout, mais ça m'avait fait rire, ce drama-là sur Twitter à l'époque. Oui, mais il a fait un mini-buzz. Ouais, il a fait un mini-buzz, du coup, il a été cassé. Mais. On en a pas parlé, là. Ouais. Là, on en a pas parlé dans le film. Ouais. Puis comme il est nain, Pas le buzz, c'est bien. Comme il est nain, ça rajoute. En vrai, il a sa place dans l'esthétique globale de Mad Max de Miller, qui rajoute aussi beaucoup d'acteurs handicapés, par exemple. Du Mad Max de Miller de la période. Mel Gibson, on n'avait pas ces nains, il me semble, mais c'est des formations physiques dans Fury Road ou peu. On avait des boutons et tout, mais sans plus. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé le fait que là, il arrive à bien varier les scènes de course-poursuite, puisque là, il revient enfin sur des véhicules volants dans ce film-là, qu'il n'avait pas fait depuis le gyrocoptère dans le 2 et le mini-avion dans le 3. Et tout en ne prenant pas ça.
Là, il prend des cerfs-volants, il prend des parachutes. Bah, je sais pas, c'est les parachutes qui planent, j'ai plus le nom de ces trucs-là. Et j'ai grave kiffé cette idée de scène d'action. T'as ces motos qui tiennent des espèces de parachutes volants, qui flinguent des gens, avec ses plans de caméra numérique aérienne. Puis t'as l'autre qui débarque en cerf-volant, qui flingue des gens. Et puis t'as ensuite l'espèce de montgolfier en forme de tentacule qui débarque. Il a réussi à trouver des façons neuves de refilmer les courses-poursuites aériennes, en fait. Et ça, c'est ce qui en a cette action super cool. Et là, j'avais beaucoup aimé la seconde scène d'action contre Dementus aussi, avec le coup d'état de Dementus qui trahit tout le monde, avec lui qui se prend des balles et qui est coincé au-dessus de la lave. Par exemple, il y a des séquences qui sont assez intéressantes dans cet aspect-là, où là, on t'utilise tous les véhicules de construction. Tu vois, il y a des grues, il y a des bulldozers, et on se sert de ces décors-là pour faire une scène d'action un peu neuve dans la saga Mad Max également, que j'ai trouvé assez sympa, et puis son espèce de giga quad géant que pilote aussi Dementus à la fin, qui change un peu dans la dynamique de ces séquences d'action-là. Ce qui change du fait que ce personnage-là soit juste un gars qui avec des bikers, quoi. Donc c'est ça qui marche. Et ben, si on doit parler des autres personnages, Immortan Joe, je trouve que j'en ai assez bien parlé. C'est un acteur différent, vu que l'original est décédé. On voit qu'il est un peu plus maigrichon, qu'il est un peu plus jeune, mais je trouve qu'il est pas moins charismatique dans son rôle, justement. Et il y a les fils qui reviennent, il y a Rictus qui revient, le fils un peu bébête de Immortan Joe, et ils ont introduit le personnage de Scrotus, l'autre fils qui est d'ailleurs interprété par un acteur que George Miller adore reprendre plusieurs fois les mêmes acteurs, par Scrotus, qui est interprété par l'acteur qui jouait par exemple William Stryker dans X-Men Days of Your Past, qui jouait déjà dans Fury Road, il jouait le rival Warboy de Nicolas Hoult dans Fury Road, et là il a un peu remaquillé encore une fois, un peu comme Elsa Pataky qui joue deux rôles dans ce film-là par exemple. Et Scrotus, il faut savoir que Scrotus, il est pas dans Fury Road, donc on sait pas ce qu'il devient. Parce que du coup, on aurait pu penser que dans ce film-là, il meurt. Parce qu'évidemment, on crée de l'enjeu sur des personnages qu'on voit pas dans Fury Road, on crée de l'enjeu sur le mentor donc, de Furiosa, et on crée peut-être un peu d'enjeu sur lui, parce que lui, on le voit pas dans Fury Road, mais il faut savoir que ce personnage-là, c'est l'antagoniste principal du jeu vidéo Mad Max, qui est censé être un préquel à Fury Road. Et sans spoiler, dans le jeu vidéo Mad Max le tue. Voilà. Et je suppose, il faut savoir que, comme j'ai déjà dit, le jeu Mad Max réinvente beaucoup ce que George Miller avait écrit dans son lore. Parce qu'il faut savoir que Dementus était mentionné dans le jeu Mad Max d'ailleurs. Ce qui montre que depuis 2015, depuis 2013-2012, tout le lore de Mad Max, de Furiosa, de ça, a été dans la tête de George Miller d'ailleurs. Donc je suppose, et ça on peut déjà vite fait évoquer, parce que je suppose que le projet de film Mad Max, qu'on sait que Miller ne prévoit pas de faire une suite à Mad Max, mais il veut faire un préquel, sur ce que faisait Mad Max un an avant les événements de Fury Road, c'est-à-dire, j'imagine, vivre un peu les événements du jeu vidéo, c'est-à-dire être confronté à Scrotus, le fils d'Immortan Joe, et affronter Scrotus pendant tout le film. C'est celui qui est dégueulasse. Ouais, c'est lui qui est censé être le méchant. Et je trouve qu'on voit davantage les frères, contrairement à ce qu'on les voyait dans... Ouais, on les voit plus qu'Immortan. Fury Road, il me semble. On les voit plus qu'Immortan Joe. Le truc, c'est que lui, on le voyait pas dans Fury Road, et dans le premier, il y avait aussi le frère... Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans l'iconisation de Immortan Joe, c'est que par rapport à Fury Road, il est très assisté. Ouais. Il est quasiment intégralement assisté par ses frères, et les frères ont un rôle plus important que lui. Ça fait que sa place, elle est vraiment dans le mystère. Et donc, il est iconisé de cette manière, surtout dans ce film-là, par le fait qu'il parle peu, ou qu'il parle après. Parce qu'il est très présenté, très assisté. C'est ça qui est intéressant, parce que du coup, on voit des personnages dans ce film-là qui sont, avant qu'ils soient les régents de Pétroleville et du Moulin à balles. Donc tu vois le gars qui a des balles partout dans son car design, tu vois le gars en costard cravate qui est un cannibale, qui sont tous à la citadelle dans le film, ce qui montre qu'il y a un côté collectif avec Immortan Joe qui a un clan infiable, on va dire. Du coup, on sait comment ils ont régné dans ces trucs après, parce que Dementus a eu sa défaite, bien évidemment. On peut également parler du côté mythologique avec tout le résumé des guerres. Le monde a connu tellement de guerres. Maintenant, la nouvelle guerre légendaire, c'est la guerre des 40 jours contre Dementus dans les Wastelands. Après, j'avoue que j'étais un petit peu déçu qu'on n'ait pas eu un vrai aperçu de cette guerre de 40 jours contre Dementus et le clan d'Immortan Joe quand même. Parce que j'aimais bien quand même l'aspect politique de ce film-là qu'on n'avait pas forcément avant. L'aspect politique où, en fait, Mad Max, c'est ça, c'est en fait l'humanité essaye de survivre par ce qu'il a détruit en fait, c'est-à-dire des échanges de commerce, de pétrole, de balles, de munitions, des échanges commerciaux, du capitalisme en fait. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant de voir ce déséquilibre qu'il pourrait avoir si un Dementus poperait et tuerait l'une des trois factions de cet écosystème-là. Donc cet aspect politique, c'est un truc que j'ai trouvé cool dans ce film et qui rajoutait un peu du lore et un peu de la magnitude déjà davantage à ce film-là, mais aussi à ce qui se passe dans Fury Road, où tous ces personnages-là crèvent dans Fury Road d'ailleurs.
Par ailleurs, mais personnellement, si on devrait parler du film Mad Max qui se déroulerait 1 an avant Fury Road, j'avoue que j'aurais pas trop l'intérêt parce que George Miller l'a déjà raconté en comics préquel, et le jeu vidéo l'a déjà raconté de très bonne manière, même si c'est pas la manière dont George Miller le voulait. Non, il a fait des comics. Bah, il a co-écrit des comics préquels à Mad Max qui racontent de la backstory de Nicolas Hoult, ni Martin Joe, de Max 1 an avant les événements. Donc Il est sorti après. Oui, il a sorti après, je crois. Ou pas sûr après, mais je suis pas sûr. Mais bref. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, dans le jeu vidéo, Scrotus, il a le car design de Rictus, donc le musclore. Ouais. Ce qui montre que même les designers du jeu vidéo avaient un peu rien à foutre, on va dire. Parce que physiquement, Scrotus ne ressemble absolument pas au Scrotus du jeu vidéo, par ailleurs. Ok. Mais qui est plus un gros balèze comme Rictus, d'ailleurs. Dans le jeu vidéo, il est comment? Il est balèze. Oui, il est balèze. En fait, c'est Rictus, mais avec une couronne, avec un peu plus Alors que dans Ouais. le film, c'est pas le balèze. Où on t'évoque que c'est le fils d'Immortan Joe, etc. Alors que dans les films, c'est l'inverse. Ouais, lui, c'est un seul gars qui c'est le tard, c'est le moche. C'est un peu ça. Tu vois, c'est. D'ailleurs, j'aurais voulu que Hemsworth soit moché comme ça. Tu Ouais, en vrai, oui, tu l'as dit. vois. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, attends, les gars, vous proposez un méchant principal à côté, il fait pas peur. Mais après, je comprends maintenant, ils ont voulu faire un peu le Alexandre le Magnifique, je crois. Alexandre le Grand, c'est qui le Magnifique? Ouais, attends, le grand. C'est qui le Magnifique déjà? Non. Bon, Bref. Mais Alexandre, ou oui, un personnage à la Malekith dans Thor 2 qui n'a jamais été celui des comics, bien entendu. Hein. Moi, je parle de celui des comics, du bon, du bon perso. Ouais, un Loki, même un Tom Hiddleston, je sais pas. Mais je vois l'idée du personnage. Un humain propre sur lui, qui fait attention à son image, je trouve ça intéressant scénaristiquement. Il y a tout pour le vendre, c'est très bien. Après, le rendre arc-ennemi, pire ennemi d'un personnage comme Furiosa qui est très brutal, qui est très saccadé dans ses mouvements, une assassin ouais, c'est un enfoiré, c'est mon faux père, etc. Ce côté émotionnel, ça rappelle un peu plein de choses qu'on a pu voir. Franchement, j'ai pas précisé. Est-ce que c'était le bon choix de méchant par rapport à cette héroïne? C'est plus ça qui me... Enfin, héroïne, tout est relatif dans Mad Max. C'est ça qui me fait me questionner. Et j'ai aussi une question sur Chris Hemsworth. Est-ce qu'il pouvait pas vraiment paraître méchant? Est-ce que vraiment depuis, on a vu ses prestations sur les Marvel, pour moi sa meilleure c'était sur Endgame où vraiment il déraillait, il déroulait son jeu comique et c'était... Moi j'adorais parce que c'était un mélange entre le comique et la dépression comédie ou la comédie dramatique. Génial. Puis après il était très bon à partir de Thor Ragnarok. Avant il était plat. Avant, il était assez plat. Et je trouve que dans Rush, où il était excellent, il était beaucoup plus sombre. Est-ce qu'il en a pas perdu ce Chris Hemsworth sombre? Je pense que depuis le MCU, c'est terminé. Moi, je pense que depuis le MCU, il a trop changé. Est-ce que c'est pas le MCU qui l'a complètement renvoyé à un archétype de comédie? Sa vie familiale aussi, bien entendu, tout ça va dans le même sens. A amené à faire qu'il est devenu cette personne qui ne pourra plus jamais jouer ce qu'il a joué dans Rush notamment. On sentait quand même qu'il était quelqu'un de beaucoup plus libre, peut-être, je sais pas. Mais Rush, c'est un autre acteur, vraiment, c'est un autre acteur dans Rush. Ça me rappelle beaucoup le cas Andrew Garfield, qui à l'avant rupture avec Emma Stone, ou du moins à l'avant fin de saga Amazing 2, tu vois, l'avant fin d'Amazing 2, avait une approche de ces personnages bien différente, ou du moins il était casté dans des rôles bien différents. Mais dès que tu vois et tu revois Under the Silver Lake en 2017, tous ces rôles, grands rôles, moi j'ai adoré les films de Andrew Garfield ces derniers temps, même si là ça fait 2-3 ans, j'attends quand même le prochain, ça fait un moment que j'attends. Et il était excellent dans No Way Home, c'est lui qui sauvait à peu près le film. L'approche est totalement différente. Il a un côté beaucoup plus existentialiste. Il a un côté beaucoup plus, je vais pas dire philosophique, mais tu vois, quand il est dans sur Lake, après c'est un peu l'écriture qu'il veut, mais aussi quand il est dans No Way Home, tu vois, il a ce côté réfléchi, et ce côté, la vie elle est passée, il est penseur, il a un côté très mature qu'il n'avait pas du tout dans la Amazing. Sans dire qu'il n'était pas charismatique dans la Amazing, mais il est devenu un sacré personnage, un sacré acteur. Lui-même, l'acteur est devenu un sacré acteur. Enfin, l'acteur est devenu un sacré personnage plutôt. Et j'ai comme l'impression que Chris Hemsworth ce soit un peu ça, mais du coup dans le mauvais sens pour sa carrière entre guillemets indé, et dans le bon sens pour le MCU, du coup, même si là je pense que c'est terminé. Est-ce que tu rêverais de voir un Thor 5 réalisé par George Miller? Parce qu'on en a parlé en promo.
Après, je pense que la direction est importante et on voulait vraiment en faire un personnage qui doit un peu clownesque, le gars qui fait le show, le spectacle et qui parle la parole. Bref, on en a déjà parlé. Mais tu vois, ça l'aurait fait s'il avait ce côté existentialiste. Je pense qu'Andrew Garfield aurait été excellent d'ailleurs. Je viens de me dire, attends, Andrew Garfield a ce côté existentialiste qui fait mec traumatisé, qui a une enfance de merde, qui a vécu une vie de merde, et du coup il veut, entre guillemets, se racheter dans son humilité, dans ce qu'il est pathétique, tu vois. Dans son égoïsme, dans son défaut. Ouais. Bon, Thor 5 par George Miller, ce serait incroyable, hein, honnêtement. Ouais, si tout est nul, ce serait génial pour la mise en scène. De toute façon, s'il y a un Thor 5, ce sera le dernier, c'est une certitude. Voilà, certitude appuyée. Mais oui, évidemment. Après, pour moi, ça dépend plus de la direction de Marvel, l'écriture de Marvel, parce que pour un Thor 5, moi, je veux dans un film mythologique. En vrai, on voit que George Miller, il raconte la post-mythologie avec Mad Max. Donc, raconter la mythologie nordique pure, je pense qu'il serait totalement capable de le faire de manière sérieuse et intéressante. Donc, je pense que ce serait totalement d'accord de George Miller, qui a en plus une réalisation très, très, très lisible et bien découpée. Très habitué, on peut le dire aujourd'hui, avec les spéciaux. Donc, en vrai, moi, j'adorerais qu'il réalise Thor 5, ce serait fou. Surtout que il est samedi quand on tourne, on n'a pas le box-office complet, mais les premiers retours au box-office sont pas ouf pour Furiosa, donc il a 80 ans, George Miller, donc s'il faut qu'il fasse 1 ou 2 films avant de vieillir, hein, malencontreusement jusqu'à la fin de sa vie. Après, s'il fait Thor 5 pour retrouver des fonds pour faire son dernier film Mad Max, ça peut être un scénario comme ça. Ça peut être un plan stratégique aussi. Oui. Mais oui, évidemment, je serais chaud de fou. Parce que, comme je vous l'ai dit, je suis pas intéressé de fou par un préquel à Max, parce que je trouve que le jeu vidéo l'a déjà bien fait. Mais c'est surtout que ce serait avec, j'ai oublié de dire, ce serait avec Tom Hardy. Ce serait avec Tom Hardy, oui. Tom Hardy, ça passe. Non. Après, pour moi, Mad Max, c'est deux... Tom Hardy avec une famille, je le vois pas. Pour moi, Mad Max, c'est 2 trilogies. Si ça s'arrête avec Furiosa dans l'ordre de sortie, ça me dérange pas, c'est une belle fin. Mais... D'ailleurs, je voulais évoquer un autre caméo de personnage, puisqu'il y a le personnage de Scumbucket, qui est le Igor du jeu vidéo, le gars un peu le bossu de Notre-Dame de judo, le petit gars qui accompagne Max pour tout le jeu, qui est super doué à faire des voitures. En fait, c'est le mec qui propose une voiture à Furiosa à la fin du film. Sauf que physiquement, il ressemble pas trop, puisque j'imagine que Scumbucket, ça fait partie des personnages qui étaient dans les histoires de George Miller, que le jeu vidéo a designé à leur sauce, du coup, George Miller, il avait pas le même idée de design pour le personnage, mais oui, c'est lui, il était crédité comme ça à la fin du générique. Donc t'as genre les 2 persos les plus importants du jeu vidéo qui apparaissent dans ce film-là. Du coup, Scrotus et lui, donc c'est cool. En vrai, en termes de fanservice, par défaut, parce que George Miller n'est pas impliqué dans le jeu vidéo, c'est marrant. Du coup... Et puis en vrai, ça m'étonne qu'on n'ait pas parlé de la photo aussi. Si, voilà. J'ai noté que la photo, elle changeait à un moment. Il y a un moment où elle est plus sombre et grise. Je sais plus à quel moment exactement, c'était vers la fin. À la fin, il y a un petit changement de photo, elle est beaucoup plus grise. Et c'est vrai que la photo, globalement, elle a ce côté pas désaturé, mais grisâtre, qui avait un petit peu dans The Flash. Pas tant que ça non plus, il était un peu bleuté. Là, un peu moins bleuté. Et par la photo, je vais relever les couleurs. Le jeu des couleurs, c'est que tout est rouge côté méchant, tout est bleu côté héros. Enfin, gentil. Hein. Je parle vraiment pour caricaturer. Parce qu'on reste dans un film où le scénario l'est. Mais tout est ambivalent, bien entendu. Et la cape finale de Furiosa dans le plan final que vous voyez dans les trailers à la toute fin, magnifique plan, encore une fois, est légèrement bleutée. Là où la cape des Mentus est rouge, tu vois, donc il y a une opposition de fait. Et qu'est-ce que je voulais rajouter de plus sur la photo, sur le travail de la photo, des travaux en diptyque, triptyque sur le jeu des fondus magnifiques à la David Lynch dans Dune. Voilà, regardez le Dune de David Lynch aussi, s'il vous plaît. Un peu de force parce qu'il y a quand même des sacrées leçons de réalisation dedans. Sinon, des fondus globaux pour passer le temps, des time-lapse que j'ai relevé qui sont très beaux, notamment le time-lapse de la perruque. Je pense que tu pourras en parler. Oui, il aime bien faire des timelapses. Il fait des timelapses cool dans ce film-là. Il en a fait une pendant la construction du Warrig, donc la partie un peu mécanique du film. Et bien sûr, le beau timelapse, c'est sur la perruque, évidemment, qu'on voit la plante. D'ailleurs, tu t'attendais à ce qu'on voit Anya Taylor-Joy à ce moment-là, mais en fait, non, c'est juste pour montrer que ça fait juste quelques mois qu'elle est là, genre la jeune Furiosa. Dans ce timelapse-là qui était bien fait, mais oui, il y a aussi cette opposition, c'est l'opposition évidente entre Dementus et Furiosa qui est intéressante, entre un qui essaye de se créer un mythe en parlant, en blablatant, en se prétendant être ce mythe,
et qui au final est pathétisé et on montre qu'il est en déchéance totale. Là, t'as une Furusa qui parle jamais, qui a juste et qui devient une sorte de légende seulement par ses actions, hein, et donc par son silence, ses actions et par son honnêteté, on va dire, et qui devient un peu une divinité d'aujourd'hui, quoi. C'est une divinité post-civilisation, c'est comme dit le narrateur dans le film, c'est l'ange déchu, c'est la 5e cavalière de l'Apocalypse. On crée de nouvelles légendes avec ce monde post-apocalyptique, ce qui est intéressant. Et c'est vrai que la photo, elle est beaucoup plus calme entre guillemets que Fury Road. Elle est plus simple. Elle n'est pas saturée. Elle est pas saturée. Elle se rapprochait un peu plus de Dune 1, je dirais. De Villeneuve. Ouais. Parce que après le film est très cool visuellement. C'est pas un film qui est là pour faire des money shots magnifiques, c'est surtout dans la mise en scène et dans les cadres quand même. Ouais. C'est vrai que c'est pas la. Mais pour moi, dans Fury Road, il n'y a pas de beaux plans non plus. J'ai vu tout le film. Il n'y a pas de plan de fou non plus dans Fury Road, je trouve. Il y a beaucoup de plans avec intensité, avec des zooms de temps en temps, des gueules, des visages. Mais sur la composition pure et sur les environnements et tout, sur comment ils cadrent le truc. Je suis pas arrivé à la toute fin du film, mais jusque-là, j'ai pas vu de plan aussi marquant qu'il y en a dans Furusa. Furusa, pour moi, il l'atomise en termes de composition, parce qu'en même temps, c'est un film qui se veut plus calme, donc ça change tout aussi. Hein. Bien entendu, quand tu fais un film effréné, que t'as pas le temps de placer trop ta caméra, c'est le but du film, hein. C'est comme ça qu'il a pensé son truc. C'est un autre style, tout simplement. T'as pas le temps de favoriser tes plans. Là, il les favorise complètement. Il y a le fameux plan de fin dont je parle tout le temps, le plan qu'on voit. Enfin, tous les plans des trailers sont déjà superbes aussi. Hein. Moi, c'est pour ça que je suis allé voir le film. Hein. J'ai vu le trailer 2, j'ai vite compris la dinguerie. Il y a un super plan à un moment où c'est super large. T'as Dementus tout en haut d'une colline, d'une montagne, et tout au loin, t'as Furusa, je crois. Oui, il y a. Ça, je me dis, mais putain, c'est un fond d'écran le truc. Mais il y a plein de plans comme ça, c'est des putains de fonds d'écran. Il y a quelques séquences, on a la scène d'action de loin. En fait, tu vois ce que je veux dire. On a la scène d'action de loin, on a Dementus en premier plan, tu vois. Il y a un côté, en fait, il y a un côté intimiste, il y a un côté contemplatif qui change complètement de Fury Road. Au Fury Road, on est toujours dans l'action, là, parfois, on est en dehors de l'action, dans la mise en scène. Ça m'a beaucoup rappelé le début de Pirates des Caraïbes 3, dans la scène de rêve. En fait, le film, globalement, me rappelle une scène de rêve. Tu avais raison, le côté 3D. Ouais. Et ce que je voulais ajouter... Non, vas-y, continue, ça va revenir. Ouais. Bon, je vais terminer sur un peu la fin. Je trouve que la fin est très calme, même en termes de musique, elle est très calme. Il n'y a même pas de montée de musique pour conclure le film, tout est calme. Ouais, donc c'est ça qui est particulier. Et il y en a qui disent que c'est un peu un aveu d'échec de récap Fury Road. Moi, ça me dérange pas de récap Fury Road comme ça. J'aime pas du tout, moi, mon problème, c'est que je le trouve très mal fait. Parce que déjà parce que ça s'arrête au milieu de Fury Road. Ça s'arrête même pas à la fin de Fury Road, le générique de fin. Alors que pour moi, est-ce qu'il veut dire, les gars, allez voir Fury Road, ou juste regarder la progression de Furusa de A à Z. Ouais. Pour voir pourquoi ça a marché ce truc-là. Du moins, je sais pas si ça a fait l'effet tout de suite ou si c'est vraiment 1-2 ans après que ça a marché Fury Road. C'est une autre question aussi. Je sais plus. Il y a quand même 6 Oscars, les gars. Mérités ou pas, je pense qu'ils sont aussi mérités pour ce film-là, de Furusa. En vrai, ce qui va être très marrant. Tu vois, pour moi, il mérite l'Oscar du réalisateur. Là, ce qui va être très très marrant, c'est que je pense que la guerre des Oscars techniques va se jouer entre Dune et Furiosa. Parce que d'habitude, Dune et Furiosa, Dune et Mad Max Fury Road, ils ont chopé quasiment les mêmes Oscars à l'époque, à leurs années respectives. Après, je pense que Dune sera plus plébiscité, je pense, honnêtement, je pense. C'est un film fait pour parce que Furiosa est moins ambitieux sur la photo que Fury Road. Oui, sur la photo, ok. Et sur le montage aussi, parce que c'est plus contemplatif, donc il y a des éléments où je comprends que ça le soit pas. Tu vois. Dune est moins ambitieux sur le montage. Non. Après, je crois Dune, il n'y a pas eu de montage. Parce que, en tout cas, je l'aurais pas donné. Mais parce que je parlais de Fury Road. Fury Road avait le montage. Fury Road avait l'Oscar du montage, mais ça justifié par rapport au rythme. Alors que là, le rythme est plus classique. Oui, c'est ça que tu veux dire. Donc, pour moi, il aurait pas la photo et le montage, tu vois. Peut-être les sound design, tu vois. Peut-être les sound design. Ouais, donc. C'est bien. Faut voir s'il aura quelque chose. Bref. Ce que je voulais dire, c'est pareil. Le générique, il mettait que un bout de Fury Road. Dans le trailer, c'est pareil. Le trailer de Fury Road, il mettait tout le film dans l'ordre. C'est-à-dire que tu regardes le trailer de Fury Road, tu savais très bien à quoi t'attendre. Juste, il te met pas les 30-40 dernières minutes. T'as tout le film jusqu'à les 30-40 dernières minutes, c'est tout. Ouais. Donc c'est ça qu'il fait tout le temps en fait. J'ai l'impression que c'est sa technique de com. Il met tout le film, mais il met pas les dernières séquences. Et peut-être on peut reprocher, je sais pas, un manque d'émotion ou
peut-être Voilà, c'est. je voulais parler de ça. Je pense que je conclurai la critique sur ça, de toute façon. C'est. Furiosa, Ce qui fait que ça marche. Furiosa est un personnage très monolithique et très sérieuse pour tout le film. Du coup, est-ce qu'on a envie, et comme Christian c'est un personnage qui est très clownesque et qui peut être presque attachant dans son côté clownesque, est-ce que tu arrives à être attaché de fou? Pour moi, la seule partie un peu attachante, c'est vraiment la mort de Jack, entre guillemets, où là, on sent un peu une relation palpable entre les deux, on va dire. Le prétorien. Ouais, Solid Snake, ouais. Mais, C'est Burke. mais c'est vrai qu'on peut reprocher un peu ça. Ouais, c'est Tom Burke. Ah, c'est vrai qu'on peut reprocher ça parce qu'en vrai, l'émotion, en vrai, dans Mad Max, c'est pas le point fort de Mad Max. Hein. Mais je trouve qu'il y a que le 1, tu vois, qu'il a vraiment, tu vois. Mais bref. Je sais plus si c'est Mais moi, je finis sur ça. Il y a une... Tu vas t'arrêter là? Moi, j'ai plus rien à dire. Il y a un dialogue qui est intéressant parce que le reste des dialogues sont pas mauvais, mais c'est pas de la. Ça reste des choses assez. Par exemple, c'est du style est-ce que tu souffres? Est-ce que tu as déjà saigné? Est-ce que tu vois, c'est ce style de dialogue, ça reste de la provocation avec deux, trois fois, c'est plutôt sympa. Il y a une phrase d'humour, il y a un peu d'humour, une phrase d'humour où c'est un vieux, tu te rappelles le vieux dans la bande de Furiosa qui lui est impressionnant, idée, etc. Lui, il y a un design, il y a un truc, c'est intéressant. Contrairement à Demetrius qui manque de marquer, un truc, le grand acteur. Et je pense qu'il a voulu garder son personnage propre, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc j'aime bien la démarche du personnage. Après, ça marche pas malheureusement. Qui dit, je sais plus, c'est quand la mère de Furiosa se fait, tu vois, il y a une pseudo-cérémonie, elle se fait, je sais pas si c'est à ce moment-là, je sais pas si c'est la mère de Furiosa ou si c'est un personnage quelconque, qui se fait tuer vraiment vers le début, et le vieux dit, est-ce des larmes de tristesse ou de joie? Et il dit les deux n'ont pas une composition chimique équivalente. C'est-à-dire que l'eau de la salée de la larme de joie n'a pas la même composition que l'eau salée de la larme de tristesse. Ouais. Ça, j'ai trouvé très beau. Je trouve ça très beau. Parce que surtout, tu vois, que tu comprends Furiosa, tu sais pas ce que c'est. Bon, non, je me dis de la merde. Tu comprends très bien que Furiosa, c'est une larme de tristesse. Donc je pense que c'est quand sa mère. Je sais plus. Mais si sa mère, c'est. Oui, c'est la séquence du. Crucifixion. Voilà, exactement, crucifixion. Donc ouais, c'est une puissante. Sur ça, tu comprends que c'est une larme de tristesse. Et puis après, c'est là que j'ai bien aimé la construction de sa scène et donc on appelle ça quand on amène à quelque chose. Foreshadowing. Exactement. Le foreshadowing du vieux, c'est qu'après le vieux, il lâche une larme. Et c'est là que tu poses la question. Est-ce une larme de joie, une larme de tristesse? Tu vois, là, c'est génial. Là, j'ai beaucoup aimé. Scénaristiquement, c'est le seul truc que je relève vraiment du film parce que ça reste George Miller et que c'est pas son fort. Ouais, déjà que le vieux, c'est un peu une représentation de George Miller vu que c'est le narrateur du film. Donc voilà, de voir le vieux lâcher sa arme, c'était génial. Est-ce que c'était de la joie et de la tristesse? Moi, j'avais un truc à, on va dire, soit préciser, soit faire comprendre au global pour nous quitter au global. Voilà, moi le début j'ai beaucoup moins aimé, je me suis beaucoup ennuyé, même s'il y a eu les confrontations avec Immortan Joe, la réalisation qui va crescendo, parce que moi la réalisation m'impressionne le plus dans les scènes d'action, parce que le reste ça reste certes des chants très beaux, certes il va beaucoup bouger sa caméra, certes c'est vraiment les scènes d'Immortan Joe quand il y a beaucoup de personnes dans le cadre, où il fait vraiment des plans géniaux parce qu'il va écarter son cadre en max pour ensuite intégrer tous ces persos, ensuite le rétrécir pour donner l'importance qu'a Demetrius ou inversement Immortan Joe. Donc il va jouer avec son cadre et sa composition de manière géniale au fur et à mesure du film. Et la scène d'intro. Mais la scène d'intro, comme je l'ai dit, elle m'ennuie, comme on l'a dit, elle nous ennuie. Avec jour 1, jour 2, mais la mise en scène était géniale, mais ça manque de contexte, tu vois. Ça manque d'enjeu parce qu'à ce moment-là, on n'est pas attaché à ces persos. Du coup, certes, elle est géniale cette scène, mais l'enjeu n'y est pas. C'est tellement dommage. L'enjeu, pour moi, il existe quand il y a le fameux duo. Tu vois, parce que je me dis, est-ce qu'elle va tuer ce mec? Tu vois, au début, la fameuse grosse première scène d'action d'Anya. Là, oui, la réalisation, j'adore, forcément. En action, moi, George Miller, c'est maestria. Est-ce qu'elle va tuer le fameux Solid Snake, le Tom Burke, là? Et du coup, elle le tue pas. Parce que moi, j'étais pas du tout spoilé. Je savais pas du tout qui ça allait dans le film. Moi, je l'ai à peine vu dans les trailers, celui-là. Je savais pas du tout comment ça allait se passer. Je savais pas que ça allait être une histoire en duo. Moi, j'ai eu le film de manière surprise. Tu vois. Donc, je suis très content de ne pas m'être fait spoiler. Je pense que toi, tu le savais. Bon, au final, c'est presque un buddy movie pendant une bonne heure. Tu vois. Ça, j'ai beaucoup aimé. Parce que pour moi, c'est ça l'enjeu du film. C'est le côté buddy movie, c'est l'ambivalence entre est-ce qu'ils s'aiment vraiment, est-ce qu'ils s'aiment pas, sexuellement ou pas.
ils s'aiment mutuellement et pourquoi est-ce qu'ils s'aident, pourquoi est-ce qu'ils se protègent entre guillemets, pourquoi ils font ça ensemble. Il y a un peu la métaphore ou du moins la comparaison, puisque métaphore, c'est pas si profond, avec le duo Furiosa Mad Max dans Fury Road. Pourquoi Max aide ces personnes-là et pourquoi Furiosa finalement ne profite jamais pour le tuer, Mais bon, avec le jeu d'acteur, excusez-moi, mais le jeu d'acteur de Tom Hardy fait que je peux pas. Il me faut un minimum de perso qui soit à la classe, soit là il a rien de tout ça, il est juste sauvage. Et moi il faut un peu de classe. Donc là le personnage de Tom Burke a cette peu de classe qui fait que ça passe, tu vois. Et pour moi c'est ce qui fait l'enjeu du film. Parce qu'après derrière c'est vrai que oui, elle parle pas beaucoup, ça. Elle est intense, etc., mais elle parle pas beaucoup. Donc ça fait que pour moi c'est la seule pointe d'émotion que peut avoir dans le film, plus le comédie show entre guillemets de Chris Hemsworth. Dans le reste du film, bah, c'est vrai que j'ai pas adoré, j'ai pas été très impliqué. Moi c'est vraiment l'heure entière où ils sont ensemble les deux où je suis impliqué, puis ensuite la fin je me désimplique un peu parce que ça reste sur ça toute seule. Puis le début encore une fois pour les raisons que j'ai évoquées, qu'il soit un peu long et qui manque d'enjeu parce qu'il n'y a pas un atome crochu. Ça manque d'atome crochu. Peut-être qu'il y en a un pour certains, peut-être que certains seront touchés par la relation Chris Hemsworth-Anya en disant c'est le père et la fille, tu vois, peut-être qu'il y en a qui vont être touchés, qui vont avoir de la peine pour Chris Hemsworth, j'en sais rien, tu vois, mais je pense que non, les gars, c'est trop léger. Soit c'est trop léger, soit il n'y a pas assez d'installation, soit il n'y a pas assez de jeu, il n'y a pas assez de cohérence dans le jeu de Chris Hemsworth. Voilà. Moi, c'est tout ce que je relèverais sur le semblant d'émotion que j'ai eu dans le film et du coup, ce qui a constitué mes heures les plus divertissantes. Et donc, voilà, pour moi, l'occasion de revoir le film, ce sera surtout cette heure-là. Si j'achète le film, parce que je compte quand même de l'argent à George Miller, c'est vraiment revoir cette heure-là, me retaper cette mise en scène de malade, des scènes d'action, prendre des conseils, parce que vraiment, c'est pour ça, hein, comme a dit Tom, c'est un film pour apprendre le cinéma, pour moi, pour apprendre les scènes d'action du futur. Pour moi, c'est ça, les scènes d'action de demain. Et je crois que je l'avais dit à l'époque, c'était sorti Flash. J'avais dit à cette époque, j'étais le seul à dire, putain, c'est ça des scènes d'action que je veux voir dans le futur. Pas les scènes qu'on a dans les Marvel de merde, où t'as tout le temps les mêmes scènes, tu vois, les scènes Black Panther, les scènes tu vois, dans Black Panther 1, ou dans, je sais plus quel film, t'as des plans séquences de merde. T'as un plan séquence qui dure 1 minute, mais c'est de la merde, quoi. Après, derrière, hormis ce plan séquence-là, c'est de la merde. T'as pas l'air d'accord. Mais, donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a l'aspect révolution de l'action, que n'ont pas les cinéastes et les studios, que n'apportent pas les studios. Ils coupent le son, si tu l'as pas notifié, ils coupent beaucoup le son pour apporter de l'attention à nos scènes d'action, c'est-à-dire que les scènes d'action sont entrecoupées d'une absence de son à certains moments, que t'as pas du tout dans Fury Road, que t'as pas dans beaucoup de films. Donc là, il se permet de jouer vraiment tous les artisanats de ce qui fait un film. Donc ça montre une maîtrise, et voilà l'effet du framerate, tout ça. Donc il rajoute comme ça. Puis voilà, après rien de majeur à relever. Sam Raimi est un peu ce style-là. Sam Raimi au renouveau, si vous voulez. Ouais, c'était ça, le compte est bon jusqu'à la dernière goutte de lait. C'était ça la phrase du mois. Je sais plus pourquoi j'ai noté ça, mais c'était ça. Un truc avec le lait, hein, j'avais dit. Ouais, les gars, revoyez Indiana Jones 4, revoyez Men in Black 3. Ce sont les films qui me rappellent cette magnifique réalisation, même si elle est encore meilleure, parce qu'il y a ces effets dont je vous ai parlé juste à l'instant. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, c'est un film très bien maîtrisé. Moi, c'est mon Mad Max préféré, peut-être. Ça se joue entre celui-là et le 1. Parce que Fury Road, pour moi, c'est pas possible. C'est vraiment une question de subjectivité et question de charisme. Donc voilà, moi, c'est mon classement. Toi, c'est celui-là aussi. Toi, c'était plutôt Fury Road en premier, ou le jeu vidéo en premier, ou Mad Max 1 en premier. Eh bien, George Miller, l'un des rares à se bonifier avec le temps en termes de technique, on va dire, pour son âge surtout. Eh bien, merci à tous d'avoir vu cette vidéo et même ces vidéos si vous avez suivi. Actuellement, nous avons fait 3 heures d'enregistrement sur tout l'univers de Mad Max. Donc, j'espère merci à vous si vous avez été fidèles à toutes les vidéos qui sortiront du coup à un certain écart, parce qu'il faudra que je monte tout ça. Donc, voilà, et bien, c'est ça, l'un des bons films de l'année, pas un chef-d'œuvre, mais un très bon film, très efficace et qui met quand même à l'amende beaucoup de blockbusters actuels. Et qui pour nous deux reste quand même ne démérite pas par rapport à Fury Road,
au mieux pour certains, au moins bon pour d'autres, à peine ou trop, ça dépend de chacun. Les divergences, c'est intéressant, c'est pour ça qu'on fait ça en duo. Donc merci à toutes et à tous d'avoir vu cette vidéo. Merci à moi d'avoir et ma venue. Ouais. Et n'hésitez pas à donner votre avis, etc. Ciao. Avec le flingue, avec le flingue. Salut à tous.